cette capsule vidéo, nous allons découvrir les mécanismes de l'évolution. Mais d'abord, c'est quoi l'évolution des espèces? Eh bien, c'est le fait que les espèces changent au fur et à mesure des générations. Ces changements sont visibles au niveau de leurs gènes, c'est par exemple l'apparition de nouveaux allèles liés à des mutations, et parfois, ces changements sont même visibles au niveau morphologique. Prenons un exemple très simple. Dans la génération 1, on a des caractères précis au niveau du bec. 10 générations plus tard, les individus de la génération présentent une forme de bec différente. Et encore 10 générations plus tard, les individus possèdent un bec qui a une forme, par exemple, allongée. Ces changements successifs peuvent même parfois entraîner l'apparition de nouvelles espèces. Je prends une espèce ancestrale. Je vais étudier dans cette espèce ancestrale deux populations différentes. Une population, c'est un ensemble des individus d'une même espèce et qui occupent la même zone géographique. Donc prenons un exemple d'une population qui, au fur et à mesure des générations, va présenter un caractère de forme de bec un petit peu différente de la population d'origine. On va l'appeler population A. Et puis une autre population dans laquelle on va avoir, au fur et à mesure des générations, le caractère du bec qui va être un bec allongé. On va donc se retrouver avec deux populations au caractère bien différents. Ces deux populations A et population B peuvent être tellement différentes que leur reproduction devient impossible. Dans ces cas-là, on ne peut plus parler de population A et de population B qui appartiennent à la même espèce, mais on parle bien de deux espèces différentes qui ont un ancêtre commun, l'espèce ancestrale ici. Cette évolution des espèces, on peut l'observer en direct. Étudions la phalène du bouleau, qui est un cas bien connu quand on étudie l'évolution des espèces. Il existe deux formes de phalène, deux couleurs de phalène du bouleau, présents à l'état naturel, une forme claire et une forme foncée. La différence entre ces deux formes est liée à une mutation sur le gène couleur du papillon, donc à une modification de la séquence de nucléotides qui a donné naissance à des allèles différents qui entraînent un caractère différent. En 1830, en Angleterre, l'ensemble des populations de phalènes étaient quasi exclusivement constituées de phalènes de forme claire. On dit souvent 100% de forme claire, mais en réalité, il y a quand même quelques phalènes de forme sombre présents dans cette population. En 1950, dans certaines zones de l'Angleterre, comme la zone de Birmingham ou encore de Manchester, les populations de papillons sont constituées principalement de papillons aux formes foncées. Quand on observe bien, entre 1960 et 2000, la fréquence des papillons noirs, on s'aperçoit que les papillons noirs sont en train de disparaître et que les populations de papillons sont de plus en plus composées de papillons blancs. On a donc bien dans cet exemple l'illustration de l'évolution, c'est-à-dire que les espèces vont changer au cours du temps, des individus principalement de forme claire au départ vont tout d'un coup donner des populations avec des formes sombres, et puis ces populations évoluent encore pour donner aujourd'hui des populations principalement de forme claire. Mais alors par quel mécanisme les espèces évoluent-elles? Le mécanisme le plus connu, c'est le mécanisme de la sélection naturelle. C'est un scientifique anglais, Charles Darwin, qui est à l'origine de cette théorie. En 1836, il était à l'époque beaucoup plus jeune que sur la photo précédente, il embarque au bord d'un bateau, le Beagle, pour une expédition autour du monde. En tant que naturaliste, à chaque escale, il note toutes les observations qu'il réalise. Il fait des observations très intéressantes au niveau des îles Galapagos. Ces îles sont constituées en fait d'un ensemble d'îles très différentes. Il y observe de nombreux pinsons, les fameux pinsons de Darwin. Ces pinsons ont des formes de bec très différents les uns des autres. Et en plus, ils ne sont pas localisés sur les mêmes îles. Sur chaque île, on observe des pinsons avec des becs différents. Les observations de Darwin le conduisent même à se rendre compte que le bec est adapté à l'alimentation présente sur l'île.
par exemple le pinson à gros bec, va trouver sur l'île comme alimentation principale des grosses graines, type des noix, des noisettes, qu'il va pouvoir casser facilement avec son gros bec. Sur d'autres îles, où il n'y a pas ce genre d'alimentation, mais où par contre il y a beaucoup d'insectes qu'il faut aller chercher entre l'écorce des arbres, par exemple, les pinsons ont un bec allongé. Il arrive petit à petit à la réflexion que les animaux semblent posséder une morphologie, des couleurs, qui les rendent adaptés à leur environnement. Beaucoup plus tard, en Angleterre, en 1855, il s'intéresse à l'élevage de pigeons. Les éleveurs lui expliquent que pour obtenir des pigeons frisés, qui sont des pigeons d'ornement, eh bien, ils sélectionnent dans une population de pigeons des pigeons qui ont des plumes à forme courbe. Ils les font se reproduire entre eux et ils obtiennent au fur et à mesure des générations des pigeons d'ornement. Si au contraire ils veulent obtenir des pigeons à viande, ils vont sélectionner dans la population de départ les pigeons les plus gros, vont les faire se reproduire et vont obtenir au fur et à mesure des générations des pigeons à viande. L'homme sélectionne donc les individus et obtient des populations différentes. Darwin utilise cette observation et fait le lien avec ce qu'il a observé lors de son expédition. Il en déduit alors que l'environnement sélectionne les individus les plus adaptés, qui se reproduisent alors davantage. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Il publie cette théorie en 1859 dans son livre L'origine des espèces, dans lequel il va intégrer l'homme au sein des espèces. L'accueil de ce livre sera plutôt mitigé en Angleterre, comme on peut le voir les caricatures de Darwin à l'époque. Revenons sur les phalènes. Souvenez-vous, en 1830, les populations sont principalement constituées d'individus clairs, en 1950 d'individus sombres. Mettons-nous à la place d'un oiseau qui va manger ses papillons. Voici une phalène déposée sur un tronc recouvert de lichen de couleur claire. Votre repas est ici, et vous n'avez pas repéré la phalène blanche qui se situe dessous, car elle est camouflée dans son environnement. Celle-ci va donc se reproduire et va donner naissance au fur et à mesure des générations à des populations de forme claire. Maintenant, imaginons que les lichens deviennent plus foncés, que les troncs d'arbres deviennent également plus foncés. Dans ces cas-là, votre repas est repéré au niveau des phalènes claires, et les phalènes sombres, elles, ont tout loisir de se reproduire et de donner naissance à des générations entièrement constituées d'individus de couleur foncée. Est-ce que quelque chose a pu changer dans l'environnement des phalènes entre 1830 et 1950 pour favoriser une forme claire ou une forme sombre? Eh bien, c'est la révolution industrielle. Cette révolution industrielle s'est extrêmement montrée et développée dans la zone de Birmingham et de Manchester, là où on trouve les populations de forme sombre. Lors de cette révolution industrielle, on a des émanations des usines qui utilisent beaucoup le charbon à l'époque, et donc dépôt de suie dans l'environnement, sur les troncs d'arbres, mais aussi sur les lichens qui prennent une couleur de plus en plus foncée. Pourquoi alors aujourd'hui on aurait une disparition des papillons noirs au profit des formes claires? Eh bien, en 1960, une loi en Angleterre a entraîné un contrôle des rejets industriels. Et aujourd'hui, il n'y a plus de suie qui est émise dans l'environnement et qui vient noircir les troncs d'arbres. Les phalènes les plus adaptées à l'environnement sont donc les phalènes blanches. On observe bien ici la sélection naturelle. Donc, par quel mécanisme les espèces évoluent-elles? Eh bien, par la sélection naturelle. Mais pas que. Un autre mécanisme est beaucoup moins connu, mais très important, la dérive génétique. Étudions l'expérience de Peter Bury en 1956. Il a travaillé sur des drosophiles. Ce sont les petites mouches vraiment extrêmement petites qui gravitent autour des aliments qui sont en train de pourrir. Ces drosophiles ont la particularité de se reproduire très vite et donc de donner naissance à beaucoup de générations très rapidement. De plus, dans les populations de drosophiles, on a des individus qui ont des yeux rouges, d'autres qui ont des yeux blancs et enfin d'autres qui ont des yeux marrons. Ceci est lié à la présence de différents allèles.
Un individu aux yeux bruns va avoir 2 allèles BW75. Un individu aux yeux blancs va avoir 2 allèles BW et un individu aux yeux rouges possède un allèle BW75 et un allèle BW. Qu'a fait Peter Bury? Il a isolé 2 populations différentes de drosophiles aux yeux rouges. Donc, la population 1 et la population 2, chaque individu de cette population a un allèle BW75 et un allèle BW. Il a pris 16 individus, 8 mâles, 8 femelles, et il les a fait se reproduire pendant 19 générations. Alors en réalité, il n'a pas fait ça sur 2 populations, il a fait ça sur 107 populations. Quel résultat a-t-il obtenu? Voyons ici le graphique qui nous indique la fréquence de l'allèle BW75. Lors de la première génération, il n'a sélectionné que les individus à l'œil rouge. Donc ces individus ont un allèle BW et un allèle BW75. Donc ils ont bien la moitié de leurs allèles qui est du BW75. 19 générations plus tard, dans certaines populations, ici, on ne va avoir que l'allèle BW75, c'est-à-dire 100% d'animaux qui vont avoir les yeux bruns avec 2 allèles BW75. Dans certaines populations, par contre, on n'a plus d'allèle BW75. On n'a que des individus qui ont des yeux blancs. Et puis, dans beaucoup d'autres générations, on a un mélange avec des fréquences d'allèles très différentes. Donc, les populations ici ont évolué sans modification de l'environnement, au hasard de leur reproduction. Eh bien, c'est ça, la dérive génétique. Donc, la dérive génétique, c'est le fait que les populations vont se reproduire entre elles, au hasard, et que petit à petit, au fur et à mesure des générations, la fréquence des allèles va être modifiée dans les populations. Et ceci s'observe d'autant plus que les populations sont petites. Ici, on voit qu'au bout de quelques générations, on a des fréquences d'allèles extrêmement différentes dans la population. Donc la dérive génétique est d'autant plus forte que la population est de petite taille. Donc par quel mécanisme les espèces évoluent-elles? Par la sélection naturelle. Dans ces cas-là, c'est l'environnement qui va sélectionner les individus les plus aptes à la survie, qui vont mieux se reproduire et donner naissance au fur et à mesure des générations à des individus qui vont avoir les caractères adaptés à l'environnement, et par la dérive génétique, où cette fois c'est le hasard de la reproduction qui va sélectionner certains allèles qui vont être transmis dans les générations futures.